Voilà. Le génocoste, la République démocratique du Congo aurait des alliés. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, au lendemain d'ailleurs de la publication du rapport des experts, des enquêteurs des Nations Unies, précisément du Conseil de sécurité sur les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Il a été établi qu'il y a une implication du Rwanda, de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Pour en parler ce matin, nous avons deux compatriotes déjà avec nous. Celui qui arrive pour la première fois devait être salué en amont. Monsieur Dani Singoma, bonjour, voici votre micro. Oui, bonjour. Alors, vous êtes coordonnateur national du Centre de ressources et de dynamisation de la société civile. Finalement, cette société civile est plurielle. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de la vôtre, de la CERDISOC? Merci d'abord de l'invitation. CERDISOC, c'est une dynamique qui se veut progressiste dans la société civile, ce qui est une différence. Je viens d'épuiser mon mandat en tant que coordonnateur national du cadre de concertation de la société civile, mais aussi j'ai dirigé pendant une dizaine d'années une des plus grandes structures de la société civile qui s'appelle SENADEP, Centre national d'appui au développement de la participation populaire. Mais nous voulons donner un autre son, une autre façon de réfléchir dans la société civile où nous voulons vraiment promouvoir le fait que les acteurs ne doivent pas réfléchir par procuration, mais doivent réfléchir et imposer leurs idées, que ce soit au niveau des décideurs ou au niveau des partenaires au développement. Alors vous parlez des acteurs, il s'agit des décideurs oui, des décideurs et des partenaires au niveau de développement. Et vous pensez qu'ils réfléchissent par procuration. Ça veut dire quoi en français facile? On leur met ce qu'ils doivent dire ou ils pensent en lieu et place des autres. C'est pas eux-mêmes? Ça veut dire quoi? Non, ce n'est pas ça. Les acteurs pensent, ils sont libres de penser, mais quand il s'agit de mettre en œuvre des projets, souvent les projets sont imposés par les bailleurs de fonds qui imposent leurs priorités. Alors que les acteurs, les organisations de la société civile devaient avoir leur agenda à imposer aux bailleurs de fonds, à imposer aux partenaires. Donc c'est ça. Donc nous avons nos idées, mais ces idées ne peuvent pas être mises en œuvre s'il n'y a pas de moyens qui suivent et si nous n'arrivons pas à parler d'une voix qui impose notre vision. Et c'est aussi imposer la vision de la RDC au monde. Et peut-être ça va suivre dans cette émission, parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les manifestations des populations ou autre chose, c'est une prise en main d'une conscience collective nationale. Exactement. Prince Nito, bonjour. Bonjour, madame. On ne te présente plus, mais il y a quand même longtemps qu'on t'a vu. Ah, on est ensemble. Ouais. Enfin, on est ensemble de vendredi. Ah, voilà, je précise de vendredi pour ne pas créer de problèmes à Beni Kalengai, n'est-ce pas? Alors, hier quand même, on a été au courant de l'implication du Rwanda. C'est ce que la République démocratique du Congo pensait déjà. Mais finalement, ce sont les enquêteurs du Conseil de sécurité qui l'ont attesté. Je pèse le mot. Ça a été quoi votre réception de cette nouvelle? Alors, ma réception, elle a été très bonne, déjà, de voir qu'il y a eu cette reconnaissance pratiquement internationale de ce que les Congolais, à travers nos autorités, et nous, la population, avions toujours dénoncé depuis plus de 20 ans maintenant. Nous qui avons côtoyé, ou alors nous qui venons par exemple du côté est du pays, nous le savons, nous le vivons. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce que nous vivons, c'est que depuis plus de 20 ans, il y a une politique qui pousse les pays voisins à envoyer leurs sujets sur notre territoire, mais en commettant des atrocités. Là, je me permets vraiment de citer nommément et le Rwanda, un tout petit peu l'Ouganda, sur la terre congolaise, pour s'aimer du désordre, tuer les Congolais. Et par conséquent, quand on vient chez moi, on tue mes enfants, on tue mes parents, le premier réflexe, c'est de fuir, c'est de libérer l'espace. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe derrière? On occupe. C'est l'occupation. C'est l'occupation de ma terre. On exploite ma terre, sol et sous-sol. Je vais même vous surprendre. À un moment donné, vous savez, Dieu a tellement béni la RDC et ce que nous appelons les avocatiers, les manguiers,
nous, on ne s'en sert pas. Ok. On ne s'en sert pas. Mais on a été stupéfait Ouais. de voir les Ougandais venir couper tous ces arbres, Ouais. répartir avec Pour planter chez eux. Non, non, pas pour planter. Pour aller manger. Ils les répartent. Non, non, les arbres. Ah oui, Ils les répartent- arbres. Oui, oui. Non, ils plantent Oui, des pas les arbres. fruits. Je Ouais. ne parle pas de fruits. Je parlais vraiment des arbres. Ouais. Ils les répartent avec chez eux pour en faire des cure-dents. Et même des Ok. tire-bouttons. Ok. Et ils reviennent avec chez nous pour les revendre. Ils l'ont pris gratuitement. Et Ouais. comme chez nous... Non, nous, pas nous si sommes des- gratuitement, au prix quand même parfois du sang. Hein, Oui, mais et puis voilà. exactement, au prix Ah du ouais. sang, ils le prennent, ils vont avec. Et comme nous sommes les débouchés naturels de tous ces pays limitrophes, Oui. ils reviennent reverser tous ces produits chez nous. Et nous payons, concrètement parlant, nous payons doublement. Ah Et au oui. niveau du sang et au Ouais. niveau de nos finances. Ouais. Voilà, ça c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Et cela, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et pour moi, en tout cas, je suis très content que l'ONU elle-même ait reconnu ce fait-là. Si bien que quelque part, j'ai quand même un goût amer derrière. Parce que pour moi, je pense que c'est une hypocrisie. Parce que quand on est l'ONU, on est censé avoir les informations sur tout ce qui se passe à travers le monde. Et plus encore ici en Afrique. Plus encore ici en Afrique. Et pour moi, quand ils reconnaissent, ok, très bien, je donne un exemple, c'est comme un jeune frère qui me faisait rire hier, je lui fais d'ailleurs un petit coucou à Sœur Kininga qui me disait, mais attends, mes grands frères, c'est quand même pas normal avec l'ONU. C'est comme Pablo Escobar qui dénonce ou accuse Al Capone de la criminalité. J'ai trouvé intéressant venant d'un jeune Ouais, frère. oui, Je me d'un dis, jeune, mais oui. Hein? voilà, mais tu as vraiment trouvé le mot juste. Et c'est ça l'hypocrisie que nous ne voulons pas. C'est ça l'hypocrisie que nous ne voulons pas. C'est un peu comme, je dirais, quelqu'un qui vient, qui mange la viande dans la casserole, et quand on l'attrape, met dans les sacs, elle plonge sa main dans la sauce, et son voisin qui est là prend la main avec la sauce et sur la bouche de la personne. Comme ça, quand les gens viendront, diront non, 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 non. La personne qui a le plus de l'huile sur la bouche, C'est celle-là qui a mangé. C'est celle-là qui a mangé. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Cette hypocrisie-là qui a été entretenue pendant plusieurs années, et je me permets de le dire, à complicité même avec nos autorités, bon, on accepte quand même, mais il faut que les actes suivent. La dénonciation, c'est bien, mais il faut que les actes suivent maintenant. Vous allez dans le même sens, Monsieur Singoma. Une reconnaissance, oui, mais pour quelle fin? Bon, d'abord, c'est la première fois que je rencontre Prince? Prince. Merci. Je pense que nous allons presque dans les mêmes ordres d'idées. Pour nous, nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt cette annonce des groupes des experts des Nations Unies. Et nous avons même lancé un communiqué, peut-être qu'il ne vous est pas parvenu, Avant mais ça, directement hier, ok. pour dire que nous sommes contents du fait que nous avons toujours dénoncé l'appui de l'armée rwandaise aux forces du M23 et qu'aujourd'hui, cela est établi clairement. Mais il faut faire la part des choses. Les groupes d'experts, c'était des groupes d'experts, c'est comme des consultants qui sont mandatés par les Nations Unies pour mener des enquêtes. Ils ont recueilli les informations. Encore que ces informations doivent être validées par les Nations Unies pour être officielles. Ça, c'est une chose, comme l'a dit mon collègue. Moi, je pense que le Congo doit faire un grand effort de saisir la balle au bon. Ce n'est pas le premier rapport des groupes d'experts qui est établi. C'est ce que j'allais rappeler. Ce n'est pas la première fois que ces groupes disent qu'il y a présence des troupes rwandaises. Aujourd'hui, ils ont martelé. Maintenant, le Rwanda fait sortir cet argument pour dire le rapport n'est pas validé, donc il n'est pas officiel. Il nous faut faire valider ce rapport et il faut que le secrétaire général des Nations Unies arrive à se prononcer clairement autour de cette question. Sinon, ça sera tout simplement comme une annonce et ça va disparaître. Nous, les Congolais, nous devons nous saisir de cela. Il ne faut pas avoir des réserves. Il faut s'en contenter grandement et dire que nous avons réussi quelque chose et en faire un objet politique très important. Alors, à ce moment-là, nous pouvons évoluer. Encore, comme il a dit,
les Nations Unies sont censées connaître ce qui se passe parce que c'est l'ensemble des nations, mais comme si chaque administration a ses faiblesses, mais nous savons aussi que le gouvernement américain avait déjà dit cela, avait déjà demandé au Rwanda de quitter le territoire. Donc il y a déjà plusieurs pays qui se sont prononcés, mais au niveau des Nations Unies, il n'y a pas une condamnation ferme. Au niveau du Conseil de sécurité, il n'y a pas une condamnation ferme du Rwanda. Donc notre diplomatie doit jouer afin que tous ces pays qui sont nos partenaires arrivent à nous soutenir. Il est regrettable que les jours du 30 juin, les jours de la commémoration de l'indépendance, les jours que revenait le corps de Lumumba au Congo, le Congo, notre pays ait essuyé un revers important au niveau des Nations Unies. C'est ce jour-là qu'on n'a pas levé cette question de notification sur les armes dans le cadre de l'embargo. Donc, et qui n'ont pas levé? Ce sont nos partenaires. Ah oui. Ce sont nos partenaires La France, de toujours. ça, Alors, il faut faire un pas vers ces partenaires. Le roi des Belges, dans son discours du 20 juillet, donc à la veille de la fête nationale belge le 21, a bien dit que la Belgique s'est prêtée à accompagner le Congo dans la résolution des conflits. Donc, il faut que la Belgique aussi joue un pas en avant pour dénoncer. Mais c'est aussi à nous de demander à la Belgique de nous accompagner. Mais nous n'allons pas simplement pleurnicher devant les Occidentaux. Il nous faut une diplomatie qui va dans tous les sens, et envers les pays africains, et envers les autres, et envers le monde entier. Donc il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, mais la voix du peuple aussi doit jouer. Nous devons avoir même des lobbies citoyens qui vont jusqu'à New York pour parler avec les Nations Unies et dénoncer ce qui se passe pour obtenir gain de cause. N'est-ce pas que ça aussi, c'est la résultante de ces lobbying-là, justement, parce que c'est bien de dire que nous avions toujours dénoncé, mais il faut dire que c'était beaucoup plus les communautés, la société civile, notamment, qui dénonçaient le plus, qui indexaient des étrangers sur le sol, avant que finalement, le gouvernement aussi s'approprie l'approche. Oui, la société civile joue un grand rôle. Même cette question de reconnaissance des génocides, c'est toujours nos collègues qui sont les premiers. Et c'est pour cela que je parle d'imposer notre agenda. Aujourd'hui, nous parlons de cette question des génocides. Il faut arriver à établir effectivement, il y a eu combien de morts. Il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés, mais il nous faut avoir un chiffre officiel. Il nous faut avoir une reconnaissance officielle de notre gouvernement qui reconnaît qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu ceci, que les Congolais ont été tués. On parle du tribunal pénal international ou tout ça, c'est le Congo. Mais nous devons aller encore plus fort pour imposer ce que nous, les Congolais, nous sommes en train de vouloir. Donc, il ne faut pas que nous baissons les bras. C'est la population qui impose. Et aujourd'hui, nous avons vu que le gouvernement a suivi la population. Mais il ne faut pas aussi que la population dorme sur ses lauriers pour dire maintenant que le gouvernement nous a reconnus. Non, c'est un combat. Parce que demain, ça peut changer. Alors, Pascal Kambalar, bonjour. Bonjour, Madame Julie. Un mot sur l'application du Rwanda selon le rapport des experts, même s'il doit être validé tel que le disait M. Singoma. Moi, j'ai dit c'est tardif. Et je regrette. C'est tardif et je regrette parce qu'il y a un autre rapport documenté, c'est le rapport mapping. Ah oui, le rapport mapping. Assez détaillé. Il y a plusieurs rapports. Le rapport mapping, c'est des crimes graves commis en RDC. Plus de 10 millions de Congolais décédés, tués, massacrés, assassinés. Les Nations Unies gardent dans ces tiroirs les rapports mapping. Or, ces rapports concernent le crime grave commis en RDC. Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi on garde ce rapport mapping? Les rapports mapping documentent les crimes et les responsabilités pénales des gens. Mais on nous brandit le groupe des experts. Oui, c'est l'ONU. Mise en application de l'article du chapitre 7. On parle quand même des 2 dernières années avec le présent rapport mapping. Non, mais les rapports mapping, c'est vieux. ça existe. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Coup de chapeau, certainement la diplomatie a poussé jusqu'à les Nations Unies à produire ces rapports-là. Et encore, ce n'est pas encore officiel, c'est l'AFP. C'est ça. L'agence France Presse qui a... Comme qui a toujours, pu avoir les journalistes fouillent. Donc, officiellement, ce n'est pas encore sorti. Donc, aujourd'hui, j'en appelle au gouvernement congolais d'initier une requête au niveau du Conseil de sécurité. Vous savez, le 14 février 2005, au Liban, je l'ai dit dernièrement, Afik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, a été tué avec... C'était au nombre de 22, y compris lui. A été tué par les terroristes, les Hezbollah. À la requête du Liban, au Conseil de sécurité, on a créé un tribunal spécial pour les Libans. 22 personnes ont créé un tribunal spécial. Et nous, on parle des millions et des millions. Mais nous, on tue chaque jour. C'est une complicité. Soit l'État congolais doit créer son propre tribunal,
l'État congolais doit émettre des mandats d'arrêt internationaux. Bakangi Moutouli, on les juge. Partout, il y a la collaboration. On sent quand même oui. la passion. Hein. Quel État congolais, quelle justice? Non, mais attendez. Parce que c'est ce qu'on nous dira. Non. Vous n'avez pas tout réuni. Nous avons des bons magistrats civils et militaires, des gens aux compétences éprouvées. Donc, pourquoi ne pas adopter le système de Belge, compétences universelles? Partout, on vous appréhende, on vous amène ici au comment vous juge. Mais il y a beaucoup de controverses par rapport à nos verdicts. Oui. Aujourd'hui, on dit que la personne est coupable. Après, on dit non, il n'y a pas eu de preuves et tout ça. Est-ce que ça, ça nous sécurise autant? Officiellement, le Congo doit aussi demander le rapport mapping. Ça nous concerne. Ouais. Nous devons avoir cette copie-là. Et alors, pour poursuivre les gens qui ont commis des crimes. Parce qu'on ne peut pas continuer chaque jour tel rapport sensationnel. Quand on parle du Congo, il s'agit du gouvernement parce qu'il y a la société civile qui, depuis, martèle dessus. Oui. Non, mais apparemment, qui prêche pour sa propre chapelle. Bravo à la société civile de l'Est. Bravo. Des sociétés civiles qui s'activent à défendre l'intérêt de la population. Chaque jour, on crie à Beni, à Goma, à Rutshuru, à Uvira. Partout, on crie. On est en train de tuer. Il y a des gens qui sont bien identifiés. Et regardez notre propre hypocrisie. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a dit quoi? Quitter les groupes. Il y a des documents, mais nous cachons. Depuis, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'entre nous, je crois qu'on lui a quand même demandé de ne plus en parler, hein, parce que même lui-même aurait pu revenir à la charge, mais c'est aussi un silence radio. À quoi bon de citer, il y a des noms, des responsabilités. J'ai même entendu dernièrement, on va d'ici là, il y aura des gens qui seront arrêtés. Non, mais pourquoi annoncer alors il faut passer à la vitesse supérieure? Monsieur Dadi Singoma, vous êtes de ceux qui sont pour le départ de la MONUSCO. Vous l'avez même redit. Bon, je pense que cette histoire porte beaucoup de confusion. Bon, d'abord, je vais revenir sur les propos de Pascal. notre ami Pascal. Et il a totalement raison et il parle avec son cœur. Et le rapport mapping, oui, il y a un problème du rapport mapping, mais ce n'est pas simplement de la responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas gardé le rapport mapping dans les tiroirs, sinon nous n'aurons pas eu ces rapports. Ça veut dire qu'il y a quelque part où il y a une léthargie pour faire des faits sur ces rapports. Il y a des choses que les Nations Unies ne peuvent pas imposer si notre propre pays ne les demande pas, vous l'avez dit. Il semble que la justice transitionnelle, ce sera aller fouiner dans le passé, c'est ce qu'on veut pas. Mais il y a aussi des préalables. Il y a des préalables. Aujourd'hui, vous demandez si je suis pour le départ de la MONUSCO. Comme tout le monde, nous sommes pour le départ de la MONUSCO. Ce n'est pas aujourd'hui. La MONUSCO aussi n'est pas venue ici pour rester éternellement. Elle est venue pour quelque chose. Déjà, le départ s'est annoncé quand on a changé le mandat de la MONUSCO. Elle était MONUC, elle est devenue MONUSCO. C'était déjà annoncé le départ de MONUSCO. Et aujourd'hui, depuis le mois d'août, il y a eu signature de ce qu'on appelle le plan de transition pour le départ, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le plan de transition des retraites de la MONUSCO. Oui, pour le départ, pour le retrait de la MONUSCO, progressif. Et moi, je suis signataire du côté de la société civile pour ce plan de retrait de la MONUSCO. Mais il se fait qu'il y a un problème. Ce plan a été signé au mois d'août, présenté aux Nations Unies en septembre. Ça fait presque une année aujourd'hui, mais ce plan n'a pas de plan opérationnel. Okay. Il a un plan d'intention pour le départ de la MONUSCO. Il y a ce qu'on appelle des jalons, qu'on peut considérer comme des indicateurs ou des résultats à atteindre pour le départ de MONUSCO. Il y a 18 jalons. C'est déjà un problème. Dans ces 18 jalons, il y a quelques jalons qui concernent des réformes institutionnelles. Donc l'engagement de notre gouvernement à produire des réformes. Or, ces réformes doivent aider, si le plan de la justice et si le plan de l'armée. Heureusement que nous avons maintenant la loi sur la programmation de l'armée, mais les réformes judiciaires ne sont pas là. Parce que pour arriver à juger, comme vous dites, et tout ça, ces compétences, ça doit être dans des réformes. Il faut que le Congo se donne des ambitions de sa justice pour qu'on arrive à le faire. Ce n'est pas simplement capturer et juger ou bien faire ce qu'on n'a pas dans notre arsenal judiciaire. Je ne suis pas juriste, mais je suis quand même acteur de la société civile et je comprends ce qui se passe. Nous avons des carences et plusieurs personnes en parlent. Donc, il y a des responsabilités qui sont partagées. Nous voulons bien le départ de la MONUSCO. Avec le gouvernement, les Nations Unies, la société civile a été consultée à la dernière minute. Les gouvernements et les Nations Unies se sont convenus pour que la MONUSCO puisse partir à l'horizon 2024. Mais on n'a pas mis en place le plan opérationnel pour suivre ces retraits. Ça veut dire tout ce qui est comme jalon, comment on les met en œuvre, comment on exécute certains aspects qui permettent de définir le départ de la MONUSCO, on ne les fait pas. À qui la responsabilité? Aux deux parties.
Et que ce soit la MONUSCO, que ce soit notre gouvernement. C'est pour cela que nous poussons, nous au niveau par exemple de la société civile, nous demandons une tripartite, gouvernement, Nations Unies, société civile, pour se dire des vérités. La collaboration entre la société, entre le gouvernement et la MONUSCO doit être établie. Quel est le genre de collaboration qui existe? Est-ce que c'est une bonne collaboration? Qui trompe l'autre dans cette collaboration? Tout ça, c'est un problème. Donc le peuple doit se tenir prêt, doit toujours être vigilant par rapport à cette question, de comprendre ce qui se passe réellement. Ce n'est pas de dire que la MONUSCO parte instantanément comme ça. Je ne pense pas que ça soit une solution, mais le peuple aussi doit comprendre que ce n'est pas simplement aujourd'hui qu'on exige le départ de la MONUSCO et que le gouvernement, la MONUSCO s'était déjà entendu sur le départ, mais qu'est-ce qui cloche et quels sont les signes mauvais qui montrent que ce départ programmé pour 2024 risque d'être un non-lieu, parce que ça commence pas alors qu'on a dit qu'il sera progressif, il faut qu'en 2024 on ait fini, alors qu'on n'a toujours pas commencé. Génocoste, ce mot-là, il vous convient, il vous convainc? Alors, ce mot me convient, parce que c'est depuis l'histoire, depuis la création de la RDC, que ces génocostes existent. Rappelez-vous, avec la colonisation, pourquoi est-ce qu'on a coupé les bras à nos grands-parents? Parce qu'ils ne travaillaient pas à la vitesse recommandée. Non, mais pas pas la vitesse recommandée. Mais pour travailler plus vite. Oui, pour travailler. Pour quelle fin maintenant? Ce travail était pour quelle fin? Pour des besoins économiques. Oui, donc c'est quelque chose qui a commencé depuis. Mais avant d'aborder cette question-là, permettez-moi quand même de revenir sur une ou deux choses. J'avais vu que ça bouillonnait, je voulais passer une ou deux choses. Alors je vais commencer par mon aîné Singoma. Alors l'histoire de l'embargo. Depuis tout ce temps, je pensais que l'embargo, c'était avec l'avènement de Mzee Kabila au pouvoir et ainsi de suite. Sur les armes. Jusqu'à ce, oui, sur les armes. Jusqu'à ce que je tombe, jusqu'à ce que je lise le manifeste de la conférence de Berlin, où déjà la création de la RDC, il était écrit noir sur blanc que on doit éviter à tout prix de doter, de permettre à l'État indépendant du Congo à l'époque de se doter des armes. Donc c'est quelque chose qui n'a pas commencé... Non, c'était voulu comme ça. C'était voulu comme ça. Dans cette question de l'embargo, exactement, c'était voulu comme ça. C'était voulu comme ça. Et pour revenir sur la diplomatie agissante, ce qui est sûr, c'est que quand même, on doit reconnaître, en tant que Congolais, que la diplomatie du chef de l'État, du gouvernement actuel, produit quand même quelques effets positifs. Et ça, nous devons applaudir. Mais dire que la diplomatie en elle-même a poussé à ce que l'ONU, à travers ses experts, reconnaisse l'appui, le soutien de l'armée rwandaise aux groupes armés, au groupe armé M23, je dirais un tout petit peu. Parce que n'eût été le soulèvement de la population. Parce que depuis tous ces temps, la diplomatie, qu'est-ce qu'elle a produit? Des concrets sur terrain? Rien. Mais n'eût été le soulèvement de cette population, on n'aurait peut-être pas eu aujourd'hui le rapport de ces experts. Voilà. Et autre chose, moi je dis, les Nations Unies sont vraiment des grands dribbleurs. Il y a quelques jours, ils ont tiré sur les citoyens congolais. Cette histoire a fait grand bruit. Mais le secrétaire général a dit qu'il était outré. Voilà, il était outré, mais c'est ça, c'est de l'hypocrisie. On tire sur des citoyens congolais. Les citoyens congolais meurent, plus d'une trentaine. Ils meurent. Et c'est là que Pascal ne dira pas gain de cause parce qu'il rentrerait pour aller être jugé chez eux. Oui, mais permettez, mais qu'est-ce que vous avez vu? Quelques jours après, il nous sort ces rapports. Pour que nous, Congolais qui sommes ici, nous puissions oublier ce qui vient de se passer. Et regardez, après la mise en public, la mise en exergue de ces rapports, on a tout oublié, même au gouvernement, on a oublié que les Congolais venaient de mourir, tués par l'ONU à travers la MONUSCO. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ces gens, je vais en prêter un exemple de Hitler qui disait la MONUSCO, nous sommes comme la RDC, nous sommes comme une poule. La MONUSCO, l'ONU, nous déplume, il nous vide de toutes nos plumes, et après, prend quelques graines du riz ou du maïs, il nous les jette, et nous, on vient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils nous ont tués, au même titre que les groupes rebelles. Au même titre que les groupes rebelles. Mais ce n'était pas pour des fins d'extermination. Non, mais écoutez, mais quand vous tuez plus d'une personne, ça veut dire quoi? Vous l'exterminez.
Mais quand est-ce qu'on parle de crimes contre l'humanité? C'est parce qu'on a tué combien? Une centaine de millions de personnes? Non. Tout à l'heure, Pascal a parlé de 22. Rafik Hariri au Liban. Voilà, au Liban. 22 il y a un personnes seulement. Vous tribunal. avez vu comment vous avez vu ce que ça a créé. Mais nous, Congolais, sommes-nous des sous-hommes pour qu'on parle de crimes contre l'humanité après avoir tué des millions et des millions de Congolais? Non. La MONUSCO que nous avons connue sous Monique, une véritable mission d'observation. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, parce que nous les avons vécus. Quand la MONUC est arrivée chez nous à l'Est, nous étions encore tout jeunes. C'est une véritable mission d'observation. Pour ceux-là qui sont déjà arrivés à Bunia, où se trouve le QG de la MONUSCO, je donne un exemple. Nous sommes ici dans la scène de Biwan. On peut tuer quelqu'un juste sur l'avenue, alors qu'il y a des casques bleus placés au-dessus des murs. On peut enlever quelqu'un et tuer quelqu'un sur l'avenue de Biwan. Ils regardent. Ils observent. Ils observent. Et quand la population se met à crier, ce qu'ils font, ce sont des tirs de sommation. Mais pendant ce temps, ce sont des rebelles. Ils savent que ce sont des tirs de sommation. Ils vont commettre leur forfait et puis repartent. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est présente dans notre pays. Docteur Mukwege, il y a peu, il avait parlé de l'opération de la force Artemis. Nous les avons vécus. En 2 petits mois, les forces Artemis sont arrivées en Ituri plus exactement. Et ils ont mis à déroute tous les groupes armés. Tous les groupes armés, en moins de 2 mois. Et là, j'applaudis parce qu'à l'époque, c'était quand la France était encore la France de Jacques Chirac. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là qui l'ont suivi ne sèment que de désordre chez nous. C'est question d'intérêt. Alors, moi, pour finir, Pascal, aujourd'hui, nous sommes d'accord et nous sommes prêts à accompagner, à aider la MONUSCO à plier bagages. Mais Nous sommes prêts à les aider à plier bagages et quitter. Si on veut mettre un terme. Non, mais écoutez, le plan, comme mon aîné Singoma l'a dit, c'est quelque chose, le président Kabila déjà en son temps l'avait déjà dit, ce qui nous pousse à dire que le plan de leur départ avait déjà commencé il y a peu. Mais maintenant, on doit passer à l'acte parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Le départ ne va pas commencer avec le régime actuel. Le régime actuel a trouvé déjà quelque chose. Ils doivent se baser sur cette chose-là pour ces plans-là. Et puis voilà, aider la MONUSCO à quitter notre territoire. Alors si nous voulons mettre un terme à des groupes armés, à l'existence de ces groupes armés, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en RDC, il n'y a pas seulement des groupes armés qui exterminent la population. Il y a aussi des groupes armés d'autodéfense. Parce que NITT, par exemple, certains groupes armés à l'est du pays, mais l'est du pays s'est réparti il y a très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a des territoires entiers de la RDC qui autrefois étaient congolaises, parlant des langues congolaises, mais qui de nos jours, à l'heure où nous parlons, sont des territoires rwandophones, des territoires à plus de 5 millions d'habitants sont aujourd'hui rwandophones, alors que ça n'a jamais existé avant. Ça n'a jamais existé avant. Et voyez-moi la complicité. C'est pour corroborer la thèse de départ et de remplacement, c'est ça, de l'occupation? Oui, mais exactement. Parce que imaginez par exemple, en Ituri, ces derniers temps, en dehors des Codeco, vous verrez qu'on parle plus des tueries du côté de Walese. Vous verrez, quand vous demandez à nos correspondants de l'autre côté, on parle plus des tueries de Walese. S'il vous plaît, aujourd'hui, on parle d'une communauté qui existe en Ituri, qu'on appelle les Banyabouches, exactement comme les Banyamulenge et consorts. Cette tribu-là n'a jamais existé en Ituri depuis que l'Ituri est Ituri. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, vous trouvez leur camp, soi-disant des déplacés. Vous trouvez leur camp. Ici, par exemple, là où on a Biwan, mais la MONUSCO est juste à côté, sur le Bumbashi. Donc cette proximité-là. Et quand la population locale veut se soulever, non, c'est la MONUSCO qui
Non, 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 ne touchez pas à ces gens-là, ils ont aussi droit. Voyez-vous un peu. Et ces gens-là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans, d'ici 10 ans, l'Ituri devra compter parmi ces communautés locales des Banyabusha. Or, c'est quelque chose. Vous ne tombez pas dans la xénophobie. Non, non, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout de la xénophobie, parce que le Congo, de par sa nature, est un pays hospitalier. Nous avons toujours accueilli des gens, et il y a des gens qui, depuis plusieurs années, sont ici au Congo. Ils n'ont jamais eu de problème. Mais quand vous arrivez chez autrui, s'il vous plaît, ne cherchez pas à les chasser, ne cherchez pas à les tuer. Voilà pourquoi moi je dis aujourd'hui, la MONUSCO doit partir. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a reçu, excusez-moi d'emprunter le mot du football, a reçu vraiment un caviar, une passe en or pour officialiser le départ de la MONUSCO. Et encore, c'était bien, c'est vrai, on a applaudi, non, voilà, on demande à ce que le porte-parole de la MONUSCO quitte la RDC. Dans les plus brefs délais, s'il vous plaît. Dans quel pays quelqu'un qui ose dire que voilà, votre armée, nos forces armées de la République démocratique du Congo ne sont absolument rien, parce que ce qui est sûr, c'est qu'à travers ses propos, il veut vous dire ça, que vous n'êtes rien face à la puissance des feux de l'ennemi. Quelqu'un qui vous dit ça... Eux-mêmes déjà avoué qu'ils ne pourraient pas faire face au M23. Oui, donc mais... on aurait pu dire, vous et nous ne sommes rien. Bon, oui, mais... Pascal Kambala, juriste, n'est-ce pas? Le Génocoste trouve son essence dans le droit. On peut soutenir ça. Exactement. Quand on parle de génocide ici au Congo, moi je pense à Shoah pour les Juifs. Ce qui se passe chez nous ici, c'est presque Shoah pour les Juifs. C'est-à-dire qu'il appartient à notre gouvernement, à la puissance publique, de faire tout pour essuyer les larmes des Congolais. Ça ne peut pas se comprendre qu'il y a un État, il y a un gouvernement, il y a l'armée, il y a les services de sécurité, et que la partie est de la RDC soit en ébullition. Ça ne se comprend pas. Vous savez, qu'on ne vous dise pas que il faut acheter, pour acheter les armes, il faut toujours suivre la voie officielle. Non. Tous les États n'achètent pas les armes par la voie officielle. Il n'y aura pas un appel d'offres publiques. Non, l'État congolais a besoin. Mais ça coûte un peu plus cher. Pas un peu, mais ça coûte nettement plus cher. Aujourd'hui, trop de commissions. Il faut passer à la vitesse supérieure. Rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Il faut fermer même les frontières avec le Rwanda. Il faut expulser l'ambassadeur. Il faut passer à la vitesse supérieure. C'est ce que la population de l'Est attend. Vous avez vu ces mamans-là sur le pont, je crois, le pont, j'ai oublié les noms, qui demandaient aux Rwandais de rentrer avec leurs marchandises. Ça n'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit... Donc nous sommes prêts à ne plus manger. Il faut arrêter, parce que quand vous lisez la charte, le chapitre 7 des Nations Unies, l'agression, ce qui se passe à l'Est, c'est l'agression pure et simple. Un État qui attaque un autre État. C'est l'agression. Quelle est la solution? Il faut entendre les Nations Unies, avec la bureaucratie, avec la passivité qu'il y a au niveau de cette organisation. Non, aujourd'hui, il appartient à l'État congolais à défendre sa population, à protéger. Si vous allez loin, sous d'autres cieux, je prends le cas des Américains. Les Américains, la mission de force américaine, c'est non seulement de protéger les Américains, les territoires américains, mais c'est aussi protéger les accords signés par les Américains. C'est-à-dire que c'est une évolution. Nous nous attelons seulement au niveau de population, territoire. Non, les autres voient même les accords signés. Donc à l'ère actuelle, c'est comme ça qu'ils ont tué le chef d'Al-Qaïda, parce qu'on s'était convenu que vous ne les gardiez pas chez vous. Oui, on l'a vu chez vous. Et ils les ont tués. Personne ne va condamner Joe Biden. Il a donné l'ordre, c'est tout, missile et képiou. C'est-à-dire que c'est ça ce que nous devons. Si nous ne le faisons pas, nos ennemis n'auront pas peur de nous. À l'ère actuelle, le Congo, parce que quel est le danger? Si la population de l'Est constate que le gouvernement est mou, la population va prendre les choses en main. C'est ça la grande crainte qu'il faut. Vous avez vu à la petite barrière, la population est allée, même ces militaires congolais qui ont ouvert le feu. C'est-à-dire que si le gouvernement ne prend pas à charge, la population et il a eu des honneurs et s'en prendre et à récupérer des territoires comme la cité de Bunagana. C'est aujourd'hui, l'État congolais doit faire poser beaucoup d'actes pour qu'on arrive. Vous savez, quand on vous dit que Bunagana est occupé, ce n'est pas l'M23, c'est l'armée rwandaise qui est là. C'est une honte pour nous.
une armée étrangère chez nous. Maintenant, pour maquiller avec les éléments inverts, non, c'est faux. L'armée rwandaise est là-dedans. Parce que c'est prouvé noir sur noir avec les experts des Nations Unies. Mais que fait le gouvernement congolais? Donc peut-être tout n'est pas dit, mais il faudra qu'on puisse mettre les batteries, mobiliser la population. Et c'est à ce moment-là que la communauté internationale va demander oh Congo botika. Sans cela, on va commencer. Vous voyez, on commence à demander le départ des Nations Unies. On vous prend dit non, les groupes des experts. Ah monsieur, et le rapport mapping. Que faites-vous avec les rapports mapping? Donc les rapports mapping, ce n'est pas l'État congolais qui avait demandé, c'est les Nations Unies qui avaient ordonné ces rapports-là. C'est à eux de faire exécuter aussi ces rapports-là, de créer un tribunal pour le Congo. Parce que vous avez parlé de Denis Mukwege, qui ont tenté à tuer Denis Mukwege. Pourquoi ce sont les Congolais? Il faut qu'on se le dise. Ce sont des étrangers qui ont tenté de tuer Denis Mukwege. On a quand même voulu peindre ça comme un conflit interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nos politiciens, parce qu'il y a aussi une hypocrisie dans les chefs de nos politiciens qui ne disent pas la vérité. Et les choses seront prises par la population. Il faut qu'on puisse pointer du doigt des gens, on puisse les dénoncer et puisse avoir des tribunaux ici au Congo. Sinon, moi j'ai dit aux politiciens qui nous suivent, la population va récupérer cette affaire. Et vous avez suivi les policiers, le haut gradé de la police au niveau de Goma, qui a appelé la police Bozo Minduki. Et quand il y a des messages pareils. Tout de suite, on a recadré des propos. Hein. Non. C'est-à-dire que c'est cela ce qui va arriver si le gouvernement ne fait rien. Il y aura des militaires comme ça, il y aura des hauts officiers comme ça qui vont demander à la population, ça n'est enough, allez, attaquons. Mais société civile, ça vous remet encore du pain sur la planche? Oui, comme on l'a dit, il n'y a pas une voix unique de la société civile sur cette question. Et il n'y a pas une voix unique de la population sur cette question. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, que ce soit les leaders communautaires et tout le monde, nous devons arriver à créer des espaces qui nous permettent d'avoir une vision commune. Donc dans toute société, il y a des radicaux, il y a des moins radicaux, il y a des modérés et ainsi de suite. Donc moi, je suis du rang des pacifistes, je suis panafricaniste et je pense qu'on ne peut pas se tromper de cible. Le Congo ne peut pas rester isolé dans la communauté internationale parce qu'il a des problèmes. C'est pour cela qu'il nous faut jouer de la diplomatie à tous les niveaux. Il y a la diplomatie culturelle, il y a la diplomatie citoyenne, il y a la diplomatie politique et consorts. Vous avez vu un artiste comme Dadju, je pense, qui, sur scène, il a refusé d'abord d'aller jouer à Kigali. C'est un message qui est très fort. Et puis après, il a fait des messages avec son drapeau. Donc ça veut dire que tout le monde peut jouer sa partition dans cette histoire et éviter des choses quand même qui nous divisent et d'être plus réaliste et plus objectif. Je vais parler par exemple de l'histoire de Banyabwisha. C'est très compliqué cette histoire parce que l'implantation d'une communauté dans une autre, ça pose problème. Ça va être considéré comme des migrations récentes. Mais les Banyabwisha, ce sont les Hutus du côté des Rutshuru. Maintenant, est-ce que les Banyabwisha qui sont implantés à Ituri sont des véritables Banyabwisha? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas remettre en question qu'il n'existe pas de Banyabwisha parce que les gens comme les Machako, les professeurs Machako sont issus de cette communauté. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne doivent pas nous amener dans des erreurs, des amalgames, de ceci ou cela. Et aussi, comme je l'ai dit, en tant qu'acteur responsable, il nous faut aussi arriver à pouvoir canaliser les aspirations de la population. Parce que la population, ce n'est pas la masse qui doit diriger les leaders. Les leaders doivent canaliser. Les gens sont frustrés. Ils sont dessus. Ils en ont ras-le-bol. Et pour eux, dans l'instinct le plus bas, c'est de viser la cible qu'on croit être cette cible-là. On voit que c'est la MONUSCO, c'est la MONUSCO. On ne veut pas. Mais ils viennent des nations. Le plus proche n'a qu'à prendre le bateau, ainsi de suite. Chez eux, c'est où? Chez eux. Nous devons aussi expliquer à notre population. Parce que nous devons aussi nous mettre d'accord. Qu'est-ce qui fait que la MONUSCO soit là? Son départ devait produire quel effet? C'est ça que nous devons faire. Et puis il faut aussi préciser que la MONUSCO n'est pas une armée de substitution. C'est une armée d'accompagnement. Et l'accompagnement doit être défini entre la MONUSCO et le gouvernement. Et si cet accompagnement n'est pas bien défini, ils seront toujours indexés comme ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont tort, ils ont raison, ils ont ceci. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand mal. Aujourd'hui, dans les communs des Congolais, justifier la MONUSCO, ça veut dire vous mettre à l'écart. Mais alors, en tant que leader, nous devons avoir aussi
Nous devons dire à la population la vérité, que le gouvernement de la MONUSCO avait signé un plan de retrait. Est-ce qu'ils savent que la MONUSCO est sur la phase de départ? Parce qu'il existe un plan de retrait. Mais faisons en sorte que ce plan de retrait soit activé. Comme le président de la République dit, nous allons réévaluer, qu'on réévalue avec la population. Pourquoi il y a eu plan de retrait? Parce qu'il y a des choses qu'on voulait que la MONUSCO puisse accomplir avec le gouvernement avant de partir. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est opportun ou pas? Si ce n'est pas opportun, qu'il dégage aujourd'hui, même à cette heure-ci. Si c'est opportun, fixons les temps. Est-ce que nous, par exemple, la société civile, quand nous étions dans cette discussion avec les représentants du gouvernement, nos revendications qui devaient être intégrées dans ces plans n'ont pas été prises en compte. Et nous avons exigé que nos revendications soient mises en annexe. Et ils ont été adoptés par les Nations Unies avec l'annexe qui sont les recommandations de la société civile. Entre autres, parmi les revendications, nous disions, on ne peut pas dire que le départ de la MONUSCO soit conditionné par la réduction effective des groupes armés. Nous avons dit non. Le départ de la MONUSCO doit être conditionné par le renforcement des capacités de l'armée congolaise à faire face aux groupes armés. Parce que si vous dites qu'il faut qu'on éradique les groupes armés pour qu'ils partent, c'est que les groupes armés ne finiront pas. Non, non. Tu vois? Mais surtout le gouvernement n'avait pas pas pris en compte notre proposition. Mais nous avons voulu que ça soit annexé. Nous avons 4 ou 5 revendications que nous avons mis qui sont là-bas. Et puis je vais quand même... j'étais avec la représentante spéciale des Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies avant-hier. Nous sommes allés la voir pour lui poser des questions. Sur Kassindi, par exemple. Et là, nous avons dit qu'il faut que ces gens soient jugés. Il nous a dit qu'il y a un accord. Et même la présidente de Tanzanie a appelé et a confirmé que ces gens seront jugés sur le sol congolais. Parce que il faut maintenant que nous soyons vigilants. Parce que les Sud-Africains faisaient la même chose. Quand les militaires sud-africains étaient impliqués, ils amenaient tout un avion avec des juges qui venaient de l'Afrique du Sud jusqu'à Goma pour juger leurs militaires. Sujet, oui. Ça veut dire ici aussi. Et nous avons demandé qu'il y ait des réparations. Mais la MONUSCO nous a dit qu'ils ont mis en place des mécanismes provisoires pour pouvoir s'occuper de ces cas. Mais il faut que ces gens soient traduits en justice et tout et tout. Alors, c'est vrai que nous devons pousser pour dire que les Nations Unies nous ont tués. C'est une forme qu'on dit monter trop les enchères, et c'est notre droit. Mais en réalité aussi, en tant que juriste, je pense qu'il y a des présomptions, il y a des ceci ou cela. Nous devons identifier clairement que les Nations Unies se dédouanent de cette accusation que nous portons contre elles pour nous montrer effectivement qui ont tiré. La Tanzanie est interpellée. Nous avons dit que nous devons aussi voir l'ambassade de Tanzanie pour demander pourquoi ces militaires ont tiré. Ont-ils reçu un ordre de leur pays? Ont-ils reçu un ordre des Nations Unies? Ou étaient-ils ivres pour qu'ils puissent tirer sur la population? Donc tout ça doit être établi parce que nous sommes dans les concerts des nations. Nous tous, nous sommes dans les concerts des nations et il faut que nous ayons l'harmonie dans ces concerts des nations. On va marquer la pub. Hein? Ce qui est marrant, ils venaient de l'Ouganda, ils étaient en congé. Ah ouais, ils étaient en congé. Oui, c'est comme ça. Alors on va prendre la pub en guise de pause et on pourra enchaîner avec les fêtards du jour assez rapidement. Merlène Bita, joyeux anniversaire, c'est signé Vanessa Mamona. Et coucou à Jocelyne Bita, ça c'est de la part de Mandela. Bébé Horis Loukele, heureux anniversaire. Petit anniversaire à Gérardin Loukou. Pub, anniversaire, ça nous calme un peu et on revient à vous pour clôturer. Genocost, il est presque attesté par des co-débatteurs de ce matin que ça vaut son pesant d'or, ce mot-là devrait être reconnu comme tel. Alors la RDC devrait avoir des alliés, c'est l'idéal, mais aurait-elle des alliés? C'est une autre paire de manches. On y va avec qui? Et toi, le ciel t'aidera. La RDC doit compter sur elle-même. Mobilisons nos forces de sécurité, mobilisons les ressources financières et humaines et nous allons faire face. Et je me suis dit ce matin, l'homme se découvre devant les obstacles. C'est bien ces affaires, ces choses-ci nous arrivent pour que nous montrons que nous sommes une nation, nous sommes un État et je sais que nous arriverons à vaincre ce qui se passe à l'Est. Mais davantage, et j'apprécie aussi Martin Fayoulou, qui, lors de août dernier, il a initié une pétition pour que le Congolais signe et mettre la pression au niveau des Nations Unies, qu'on puisse exhumer les rapports mapping. Bravo à Martin Fayoulou. C'est-à-dire que c'est comme ça la nation. Aussi qu'on fasse de cette journée-là une journée fériée qui nous permettrait de remémorer, justement, penser nos blessures, évaluer, même si et puis faire des projections. Pourquoi pas. Des questions nationales, des questions essentielles, nous devons être unis. C'est une bonne chose. Et je réitère encore mes félicitations par rapport à toutes les sociétés civiles de l'Est.
vous montez, pas nos sociétés civiles de Kinshasa ici, qui sont trop affairistes. Hein. Mais non, je dois être sincère. Et aux jeunes du côté de l'Est. Vous savez, des fois c'est écœurant. Combien de jeunes à Kinshasa savent et maîtrisent des questions de l'Est? Même du pays, Je vous dis, en général. Hein. Des fois, quand on tue à Beni là-bas, les gens sont à Tembo, mais là-bas, au Tembo, là, hein. Les gens, ça ne touche pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi. L'Est du pays, ce n'est pas notre pays, c'est Beni, Goma, c'est le Congo, c'est la RDC. C'est-à-dire que c'est autour des questions essentielles, nous devons sentir une mobilisation générale. Peu importe nos couleurs politiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous devons nous mobiliser. Nous devons faire tout pour que la donne change à l'Est. Parce que c'est anormal. C'est anormal. Qu'est-ce que la RDC a fait pour que le Rwandais s'attaque, agresse le Congo? Il faut qu'on se pose la question. Bon, ils nous ont attaqué. Est-ce que tout le monde va en avec arbre? Non. Non, la RDC n'a toujours pas compris pourquoi elle devait être agressée. Oui. Elle est bénie. Elle a tout. Les autres n'en ont rien. Je prends l'exemple simple des Koulouna. Pourquoi ils font le Koulouna? Parce que vous mangez, eux n'ont rien à manger. Le Koulouna, c'est simple. Ils vont récupérer les casseroles du maman Maléo du coin. Est-ce que vraiment ça, c'est de l'agression? Non, on récupère les casseroles, on va juste manger. On se demande même pas si c'est empoisonné, mais on prend parce que juste on a faim. C'est aussi le problème entre les États, si on n'applique pas la Bible, va bêter à gauche, au pire, non, entre les États, quelqu'un t'attaque, tu l'attaques aussi. Ouais. Il aura peur. Déjà, tu as la garde de faux, ça la dissuasion. Oui, mais là-bas, il ne faut pas. Parce qu'aujourd'hui, et aussi, il faudra aussi que le service de sécurité fouine qui fait quoi, qui est qui. Parce qu'il y a aussi des infiltrés parmi nous. Ouais. Il y a des gens, du coup, des billets de dollars, ils font n'importe quoi. Non, mais c'est ce que les pays limitrophes ont réussi. Mais non, on ne le ferait pas chez les autres. Non, mais c'est ce que les pays limitrophes de notre pays ont réussi à infiltrer. Non, mais écoutez, ça fait depuis, je crois, les années 96. Il y a une série de Congolais, par exemple, qui sont allés, par exemple, au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont résidents au Rwanda. Mais ils sont Congolais. Mais ils devaient nous faire ce boulot-là. Non, pourquoi ne pas se servir de ceux-là? Parce qu'ils parlent déjà leur langue. Il y a des tribus intégrés. Exactement. Il y a des tribus. Regardez, par exemple, moi je vous donne un exemple. Vous êtes, par exemple, à la frontière de l'Ouganda et la RDC, à partir du nord-est de la RDC, à Mahagi. Mais le chef ougandais de la douane qu'on place à la frontière, ce n'est pas quelqu'un de l'ouest de l'Ouganda. C'est quelqu'un de... voilà, c'est pas quelqu'un de l'est de l'Ouganda, mais c'est quelqu'un de l'ouest de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que avec les pays limitrophes, nous avons des tribus qui sont à cheval. Ils mettent quelqu'un de cette tribu-là qui peut facilement se fondre dans la masse. Cette proximité linguistique. Vous réglez toutes vos affaires dans la langue. C'est vrai que quelque part, il y aura quand même une petite différence parce qu'en t'écoutant, je dis non, Julie c'est fou, elle c'est une Ougandaise. Et elle, quand elle m'attend parler, elle dit non, Prince c'est un Congolais. Mais c'est la même langue, on s'accepte. On s'accepte facilement. C'est ce que nous, on n'arrive pas, nous Congolais. Okay. Nous sommes à la frontière, on prend quelqu'un de très loin qui, une fois arrivé là-bas, déjà pour la langue, il vous parle ni les Swahili, seulement les Français, français et lingala. Et puis même avec ce lingala, ce n'est pas très bien compris sur terrain. Mais combien de choses peuvent te passer comme ça? On peut même comploter contre toi à ta présence, mais tu ne comprends rien. Et c'est ce que les pays limitrophes de notre pays ont compris. Mais pour une fois, je suis quand même d'accord avec tout ce que mon aîné Pascal vient de dire. Pour une fois quand même. Parce que tout a souvent... complètement. Avec ce qu'il vient de dire tout de suite. Je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit. Ce qui nous tue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content parce que les génocaustes, si c'est quelque chose qui avait eu lieu à l'est du pays, plusieurs Congolais se seraient désolidarisés pour dire non, c'est leur affaire. Mais le fait que cela soit passé ici sur place, exactement. En tout cas, c'est parti. Il y a des Congolais qui reconnaissent. Le porte-parole, donc les Banapoto et tout ça, parce qu'eux aussi ils suivent l'actualité, mais ils savent aussi que beaucoup de décisions sont prises de l'autre côté. Exactement. Mais il y a aussi un détail peut-être pour laisser à mon aîné Singom aussi d'intervenir. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on parle des génocaustes, on voit des noms minéraux, ainsi de suite. Oui. Mais s'il vous plaît. Et de nos femmes.
et de nos femmes. Mais depuis plusieurs années, vous verrez qu'à l'est du pays, Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa n'existe que sur le plan politique. Sur le plan économique, Kinshasa n'existe pas. Moi, je suis originaire de l'Est. Les vêtements, les laits en poudre, tout ce qu'il y a comme des non-vivres. Mais en aucun jour, utilisé au niveau de Kassindi. Attention, en aucun jour, tous ces produits sont venus de Kinshasa. C'est le Kenya, c'est l'Ouganda, c'est les Rwandais. Les Rwandais, jusqu'à aujourd'hui, ils nous vendent même les piments, pili-pili. Ça crée même cette Même les piments. Et au-delà de ça, il y a des territoires entiers à plus de 6 millions d'habitants qui ne connaissent pas le franc congolais. Non, ils connaissent pas. C'est le shilling ougandais, mais s'il vous plaît. Et ça fait plusieurs années. Ils reçoivent peut-être l'argent de l'État, mais ils sont obligés de faire avec. Oui, exactement. Mais quand on les paye en monnaie nationale, tout de suite récupéré, il va changer et avoir des shillings ougandais. Ils consommeraient pas. Et même vous-même, quand vous débarquez sur terrain, Madame Julie, en tout cas, vous allez vous débarrasser de votre du franc congolais. Vous n'achèterez rien. Oui, exactement. Et au-delà de ça, pour finir, aujourd'hui, par exemple, il y a de ceux-là qui entrent en République démocratique du Congo pour des fins économiques, mais de manière intellectuelle, de manière légale. Aujourd'hui, j'ai été choqué. Après l'avènement de la BCDC, qui est partie du côté du Kenya, j'apprends dans un article que j'ai lu il y a 2 jours que même TNB, qui aujourd'hui a vendu comment on appelle ça, ses actions ou quoi, à une banque kenyane, la Kenyan Central Bank, quelque chose comme ça. Voilà, KBC. Voyez-vous un peu. Et là, le Congo n'est nulle part. Hein. Mais le Congo n'est nulle part. Exactement. Bien que ce soit les sérieux, mais c'est l'économie. Oui, mais c'est l'économie étrangère. C'est l'économie étrangère qui s'impose chez nous. Exactement. Voilà. Et cet argent-là, c'est filoche. Exactement. Et en fait, en parlant de ça, moi, je pense à cette chanson de Koffi Olomide qui, je crois, Ligablo, il parle de détournement de fonds publics. Merci et bravo l'artiste pour cette chanson. Oui, en tout cas. Le titre est bien trouvé. Très bien trouvé. Oui, vous avez dans le magasin Koffi Olomide. Puis des entreprises publiques, ils viennent, comme je l'ai toujours dit, à poids mouche, à l'entreprise publique, il en sort au poids lourd, et c'est comme ça le jeu. Mais entre-temps, nous sommes attaqués de l'extérieur. Donc, nous devons nettoyer au niveau interne pour que l'ennemi qui vient, il nous trouve déjà fort, et il ne va pas oser. Pourquoi il y a des détournements? Pourquoi on doit continuer à détourner? Pourquoi on doit faire? Alors que nous devons équiper notre armée. Nous devons équiper nos services de sécurité. Nous devons faire poser des actes positifs pour que les développements politico-sociaux arrivent dans notre pays. Et économico-social arrive dans notre pays. Donc le vrai problème, c'est aussi nous-mêmes, Congolais. Nous devons nous remettre en cause. Les politiques congolais doivent se remettre en cause. Et cette faiblesse est tellement maîtrisée par nos voisins qu'ils ils appuient là. Bon, moi, je dirais que d'abord, mon ami m'a fait... Votre micro. Ça, a acheté en Chili, qu'il a acheté chez le voisin. C'est bien vu. C'est Kenya. Oui, mais c'est la culture, hein. Bon, c'est bien vu. Les intérêts sont tellement énormes. Et quand les Kenyans ont commencé à construire tout ça, nous, on ne comprenait rien. J'ai vu au Grand Hôtel, il y avait un grand balai là-bas, d'investissement kenyan. Il y a beaucoup de semaines kenyanes. C'est très bien, cette coopération. Mais nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Nous constituons au moins 30 millions de consommateurs actifs, ce qui dépasse la capacité de toute la région et que nous sommes un véritable marché. Ça veut dire que tout le monde déverse. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas que les marchés intérieurs, nous pouvons gagner. Vous allez voir beaucoup de Congolais, quand ils font des choses, ils pensent à exporter. Voilà. Et là, ça devient un problème. Bon, mais j'allais dire ceci. Le problème du Congo, comme je l'ai dit, je suis très d'accord avec le nationalisme affiché de notre ami Pascal Kambala. Pascal. Mais je pense que nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit encore, globalisé et qu'il faut jouer dans ça. Nous ne pouvons pas jouer en autarcie. Ça ne peut pas marcher. Même la Russie, dans sa guerre avec l'Ukraine, va chercher des alliés. Il était au Cambodge, il était parti. Il a besoin d'être fort.
Nous avons des groupes comme les BRICS qui existent et tout ça. Donc ici, il faut comprendre, comme l'a dit encore mon frère au départ, que la question du Congo a commencé à la conférence de Berlin, même avant la conférence de Berlin. On a trouvé que les bassins du Congo, il fallait que ça soit les domaines de tout le monde. Mais ça, je ne vais pas rentrer sur ça, je ne suis pas aussi historien que ça, mais je fixe la question à toute la période avant 1990. C'est là que nous vient le problème. Quand il y a eu la guerre froide entre l'IRSS et les États-Unis, il a fallu, le monde était divisé en deux. À un certain moment, Mobutu a dit, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, mais effectivement, nous étions dans les blocs de droite. Nous avons connu cet impérialisme, nous nous sommes affichés là-dedans, nous avons servi des vassaux pour les Américains consorts, ils ont protégé nos dictateurs. Il y a eu un système de gestion qui a mis à mal la relation entre la population et les dirigeants. Et les opposants, à ce moment-là, pour faire fléchir le gouvernement de Mobutu, nous ont amené aussi un principe d'extraversion, si je peux me permettre de le dire, un principe de croire que tout le bonheur vient de l'Occident. Effectivement, l'Occident avait la clé. Mais on nous a montré que si, on a parlé ici à un moment de troïka, si l'Angleterre, la Belgique et les États-Unis, si la France, la Belgique et les États-Unis disent quelque chose, et l'Angleterre aussi je pense, ça veut dire c'est bon. Et le Congolais est resté sur ça, croire que tout son bonheur vient de l'extérieur. Et jamais le Congo, à partir d'un certain moment, n'a pas eu son nationalisme, n'a pas eu son unité nationale. Parce que nous étions divisés entre l'opposition et le pouvoir, et c'est resté comme ça. De tout le temps, il faut qu'il y ait une bipolarité dans les pays. Et il n'y a pas la cohésion nationale qui permette à la mobilisation générale devant un fait. Aujourd'hui, même si aujourd'hui on dit oui, tous les Congolais sont pour le départ de la MONUSCO, mais les approches ne sont pas les mêmes. Et parfois les gens se demandent pour le compte de qui, pour le bonheur de qui. Ça veut dire qu'il nous faut des préalables, il nous faut travailler sur les fondamentaux de cette histoire. Il nous faut que les élections s'organisent dans de bonnes conditions, que nous ayons des dirigeants qui soient acceptés par tout le monde et qui vont amener cette unité nationale. Le président de la République, quand il a fait l'Union sacrée, il a dit « Je lance un appel à la mobilisation générale pour la refondation de l'État ». Est-ce qu'on a réussi séparer? C'est ça qui peut permettre cette mobilisation. Aujourd'hui, il a bien dit, la diplomatie d'aujourd'hui est plus agissante parce que aussi, cette diplomatie, elle est dirigée vers l'Occident. Et quand l'Occident s'ouvre, accepte, ça nous permet de cheminer. Et aujourd'hui, nous avons eu ce bénéfice de voir que la diplomatie trop active de notre président de la République et de son gouvernement a permis que les Occidentaux puissent s'ouvrir au Congo. Mais encore, ce sont ces mêmes Occidentaux qui sont nos alliés, soi-disant, qui nous mettent encore les bâtons dans les roues. Il nous faut alors agir effectivement pour qu'ils soient des véritables alliés. Aujourd'hui, le problème se passe entre la Russie et le bloc occidental. Tout le monde sait ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Centrafrique. Les mêmes Occidentaux ont peur quand ils parlent de cette question de notification, qui n'est pas l'embargo, mais la notification des armes que nous volons. Ce sont eux qui ont peur. Ils ont peur de nous laisser comme ça pour que les Russes ne puissent pas introduire les armes ici. Donc tout ça, nous devons comprendre. Et la population doit être préparée. Quand on parle de la société civile, je n'aimerais pas qu'on dise seulement la société civile de l'Est, c'est la société civile. Je ne veux pas qu'on fasse la différence. C'est la société civile. Qu'elle soit de l'Est ou de partout, c'est la même société civile. Parce que nos ennemis aussi jouent sur cela. Ah oui, hein? Il y a ceux qui nous divisent, qui ne veulent pas nous voir société civile unie. Il dit, moi je vais seulement traiter avec la société civile de l'Est. Mais dans même la société civile de l'Est, il y a ceux qui sont forts et il y a ceux qui sont manipulés. Donc il faut faire très attention. Nous sommes là, c'est une caractéristique, une classe avec les mêmes éléments. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les discours que vous prenez, les discours qu'ils prennent, on doit mettre toutes ces intelligences ensemble. Voir comment nous réfléchissons ensemble, comment nous conduisons la population vers ses destinées meilleures, mais il y a des préalables qui doivent être faits, entre autres la démocratie. Quand la démocratie, qui est un fondamental débat, aujourd'hui il y a des politiciens qui commencent à dire la démocratie n'est pas utile pour le Congo. Non, c'est la meilleure des bases. Et aussi, quand notre démocratie est bien installée, quand tous ces autres paramètres-là sont bien installés, je pense que la cohésion nationale sera plus forte et nous pouvons faire des grands faits dans ces pays. Parce que ce n'est pas normal que nous continuions à subir, comme il a dit, si le plan économique, si le plan ceci, nous sommes en arrière. Qu'est-ce que nous manquons? C'est étonnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème. C'est ça, toutes les banques. Aucune banque congolaise. Aucune. Et ce n'est pas normal. Mais les Maboko Bank sont énormes. Hein? Oui, c'est ça le problème. Il y a ceux qui ont dans leur poche des montants
qui Oui, peuvent réunir on 400 doit nous ans. canaliser vers cet amour, cet intérêt pour la nation, afin que nous puissions bâtir et que les gens soient rassurés que quand je contribue pour la nation, c'est effectivement pour la nation. Quand Kofi chante toutes ces chansons et tout ça, ça montre la corruption qu'il y a, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un système qui s'est mis au travers des ans. Et apparemment, on Et est ce à n'est pas l'aise bon. face Et à ça. les gens doivent cesser d'applaudir un voleur. Quand quelqu'un a volé, il passe et tout ça. Et puis, pour la dernière question qui, je sors un peu du jeu, c'était pour dire oui, notre justice est forte. Moi, je ne veux pas qu'on puisse indexer notre justice parce que quelqu'un a été condamné, qu'il a été libéré. Mais c'est ça la justice. La justice, on peut être condamné au premier niveau, au deuxième niveau et tout. Mais regardons quels sont... Ça, ce n'est pas le fait qui doit dire que la justice est mauvaise. Mais c'est à l'intérêt de la justice. Comment nous scrutons la justice? Comment les réformes de la justice sont faites pour qu'effectivement nous ayons une justice qui rassure la population. Mais il ne faut pas que la population soit alertée pour dire que si on a condamné quelqu'un, on ne peut plus. On a vu aux États-Unis des procès après 29 ans, après 80 ans, on vient innocenter quelqu'un. Ou alors après 80 ans, on vient dire que c'est telle personne qui était effectivement coupable, on l'avait laissé en liberté, mais cette personne-là est coupable. Donc il faut qu'on ne puisse pas jouer avec ces mots-là, mais qu'on travaille effectivement pour rendre notre justice plus forte et au service de la population. On salue Alfred Longoul qui aime, nous on aime aussi. Alors dernier mot, 2 minutes, 1:30 et 1:30. Moi, je partirai tout d'abord à un message au chef de l'État dans le sens qu'il faut un New Deal politique. Il faut mobiliser la population. Un chef de guerre, un chef politique, sans lieutenant derrière, il n'est pas un chef. Et le lieutenant du chef de l'État, c'est la population. Il faudra écouter la population, il faudra suivre ce que la population vous demande. Parce que toute action politique a pour intérêt, c'est le bien-être de la population. Il faudra plus d'actions militaires à l'Est, plus de diplomatie, plus d'actions politiques, et les choses vont aller bien. Je m'arrête là. Waouh, il nous a fait gagner le temps. Ouais, Vraiment. tu peux prendre tes 2 minutes. Vraiment. Après, Et peut-être que je serai beaucoup plus bref. Et je me pose quand même la question de savoir d'où est-ce qu'il a passé nuit aujourd'hui, parce que je suis... Là, il n'y a pas de problème. J'ai Je reçu l'invitation. Je les sens aujourd'hui beaucoup plus présents, beaucoup plus nationalistes. Et moi, ça Non, mais je l'ai toujours. Je suis toujours Non, mais nationaliste. aujourd'hui, en Les gens qui me suivent savent que je suis nationaliste. Vous devez être unis pour Exactement. que Monguna ne passe pas. Voilà. Voilà. Alors, moi, si j'ai à dire en rapport avec tout ce que nous venons de parler aujourd'hui, c'est que l'ennemi du Congolais, l'ennemi du Congo, ce n'est pas les Congolais. Ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les parlementaires. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, les yeux du Congolais ont été ouverts. Et aujourd'hui, nous devons cesser d'être naïfs. C'est-à-dire, même quand nous ouvrons nos portes à travers la diplomatie agissante du côté de l'Occident, ce n'est pas pour nous une occasion, en fait, de nous livrer complètement. Parce que à l'Occident, ce sont des calculateurs. Au même titre que les Asiatiques, ce sont des calculateurs. Je viens chez toi, je te souris, mais je te souris parce qu'il y a un intérêt. Et les jours où je trouve que cet intérêt est un peu secoué, bon, je te fais sauter. Alors, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, les Congolais, nous sommes aujourd'hui conscients de la source, de l'origine de notre problème. Quitte à nous aujourd'hui de nous armer, comme Pascal Kambala le disait, de nous armer sur tous les plans. À partir de la base, nous qui sommes la population, jusqu'au sommet. Et surtout qu'aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu l'engouement ou alors l'adhésion massive de la population pour une cause commune qui est l'intégrité nationale, comme aujourd'hui. Et le président, voilà. Et le président aujourd'hui, Félix, devrait, comme Pascal Kambala le disait, s'appuyer là-dessus. Parce que c'est là sa force. La force que le gouvernement a aujourd'hui à travers la société civile ainsi que toute la population, il ne l'aura pas par le Parlement ou par le gouvernement. Non. Sa vraie force, c'est d'abord la population. Que notre gouvernement prête l'oreille au cri de la population afin que la paix totale puisse être instaurée dans notre pays. Et s'il faut mettre en déroute
toutes ces personnes qui mettent en mal notre pays, ensemble avec le pouvoir en place, nous allons accompagner afin que les Congolais de l'Est vivent dans la paix autant que les Congolais de l'Ouest, autant que les Congolais du Nord et du Sud. Merci Prince Nito. Dernier mot à vous, Monsieur Sigoma. Merci beaucoup. Donc moi je pense que ce débat a été très intéressant. Merci de nous avoir invités. Merci à la complicité qui a régné sur ces plateaux. Et je voulais insister simplement pour dire que la paix est très nécessaire pour ce pays, pour l'Est du pays, mais cette paix doit être multiforme. Et on oublie parfois ce qui est aussi plus important dans cette paix. Je pense que sans la protection sociale des Congolais, sans un enseignement de base accessible à tout le monde, sans les libertés civiles de tous les citoyens, il sera difficile qu'on ait une paix durable. La paix durable doit passer par ces éléments. Ça veut dire aujourd'hui, le gouvernement doit travailler avec la population, effectivement, pour accomplir ses desseins, qui est le départ de la MONUSCO, qui est la fin de la guerre, mais pour que cette population reste mobilisée, il faut que ses droits sociaux, économiques et sociaux soient accomplis. Il faut que sa liberté d'expression soit effective. Il faut qu'ils vivent dans les bonnes conditions, que les enfants, tous les enfants aillent à l'école, que la scolarité ne se termine pas seulement au niveau des enfants, que nos universités et tout ça répondent aux normes et que l'État les soutienne. Nous avons ces capacités, nous pouvons les faire. Il y a l'exemple du président Hugo Chavez, un livre qui a été écrit par Michel Collomb, un Belge ou un Français, je ne sais pas, qui a écrit les 7 péchés de Hugo Chavez. Et dans ces 7 péchés, il a parlé de l'éducation pour tous, la santé pour tous, l'alimentation pour tous, le logement pour tous. Ce sont des fondamentaux essentiels. Quand la population accède à cela, le pays sera uni. Il y aura une cohésion nationale très forte parce que personne ne voudra perdre ses avantages et personne ne peut nous vaincre. Donc c'est ça mon message que je porte et je pense que nous nous battrons pour ces effets-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez été bien patriote ce matin. Merci à vous d'avoir suivi et participé par vos encouragements. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats de société. Prenez soin de vous. Au revoir.